Alors que la guerre du détroit d'Ormuz semble durablement s'installer, celle en Ukraine pourrait se terminer en 2026. Malgré le brouillard de guerre autour du réel vainqueur de ce conflit, certaines données récentes favorisent le camp ukrainien. À quel développement faut-il s'attendre dans les prochains mois en Ukraine et en Iran? Gilles Mihaeli, historien et directeur du journal géopolitique Conflit, répond à nos questions. La récente évolution de la guerre en Ukraine pourrait amener à croire à une fin du conflit en 2026. Plusieurs médias occidentaux évoquent des pertes humaines considérables du côté russe, 325 000 morts depuis le début de la guerre. Quelle est votre analyse? Désormais, il est certain que la Russie ne peut pas transformer l'Ukraine en Biélorussie. L'objectif de Poutine était d'éliminer l'Ukraine comme une entité politique, d'avoir une sorte de satellite, comme dans le temps de l'URSS. Et ça, c'était clair après quelques semaines de guerre, déjà en 2022, que cet objectif est quasiment impossible à atteindre, qu'il y aura Kiev, c'est-à-dire un gouvernement qui a une nation avec une population qui est prête à s'engager, à mourir, à faire des sacrifices, et surtout qu'ils n'arrivent pas à fermer la mer Noire, donc que Odessa tient, et que même si les Ukrainiens ont perdu la mer d'Azov et la Crimée, ils ont toujours un port important sur la mer Noire. Donc, accès au monde, donc c'est pas un pays enclavé, gouvernement indépendant, relations internationales, et chaque jour qui passe, aussi on peut dire une armée, l'une des armées les plus formidables de l'Europe. C'est vraiment ce qui se passait en Ukraine, ce qu'ils ont passé en 10-12 ans, de sorte de milice post-soviétique, vers une force assez incroyable, bien entraînée, bien commandée et avec un effectif assez important. Donc ça, c'est un premier élément. Ce qui se passe depuis quelques mois, c'est que dans la logique d'attrition, d'usure, qui était imposée par les Russes, les Ukrainiens arrivent à gagner. C'est-à-dire que leur tactique et leur technique avec les drones pour aller vite fait en sorte qu'ils arrivent à neutraliser, tuer et blesser, mettre hors état de combat, plus de militaires que la Russie n'arrive à recruter. Et donc depuis plusieurs mois, déjà depuis la fin de 2025, le bilan est négatif pour la Russie. Ils sont arrivés à mettre dans la machine une trentaine de milliers d'hommes par mois. Maintenant, c'est un petit peu moins. Et les Ukrainiens arrivent désormais à éliminer plus de 1000 par jour. Donc, la grande majorité par des drones qui tuent un par un, ou parfois, s'ils touchent un véhicule, plus que ça. Et ça fait déjà plusieurs mois, donc c'est pas juste un pic sur une semaine, c'est plusieurs mois où on voit, donc il y a une tendance. Les Russes n'arrivent pas à trouver la parade. Et nous avons vu que le défilé militaire de 9 mai, qui est un haut lieu de la mémoire depuis la guerre, mais surtout, ça a été remis à l'ordre du jour par Poutine, était restreindre à sa plus stricte expression, minimum, parce qu'ils ont peur de la capacité des Ukrainiens de faire pénétrer leurs drones. On voit aussi que la pression sur la production et l'exportation de pétrole est massive et continue, que les Ukrainiens arrivent aussi à gagner la guerre d'usure contre la capacité russe de produire des systèmes de défense aérienne. Donc on voit, disons depuis fin 2025, que sur les paramètres principaux, qui sont les deux grands avantages historiques de la Russie, c'est-à-dire un espace immense et une population
nombreuses sur ces deux-là, c'est renversé et ça marche maintenant contre la Russie. Poutine a peur de déclarer une mobilisation générale parce que les répercussions politiques sont difficiles à maîtriser et c'est pas sûr que ça va suffire. La qualité devient de moins en moins bonne, disons, les gens qui arrivent sur le champ de bataille. Et surtout, cet énorme espace qui est comme une éponge à absorber les armées françaises, les armées allemandes, qui s'est noyé dans ces immensités. Maintenant, ça marche contre la Russie parce que ces immensités sont aussi très difficiles à protéger. Où est-ce qu'on va mettre nos systèmes de défense aérienne ? Tandis que pour les Ukrainiens, ces immensités, c'est l'infini, le nombre infini de chemins pour contourner et pour faire voler leurs drones qui peuvent arriver jusqu'à quasiment l'océan Pacifique. Voilà, donc les Ukrainiens sont arrivés à renverser et de transformer les avantages historiques de la Russie en problèmes. Et ils les font depuis un certain temps, donc c'est pas les hasards. Et pour le moment, on ne voit pas comment les Russes peuvent renverser la table. Au sujet du conflit en Iran, l'administration américaine tablait sur un assèchement de l'économie du régime iranien en bloquant le détroit d'Ormuz. Pourtant, aujourd'hui, ce conflit semble s'installer dans la durée. Qui est en train de gagner ce rapport de force selon vous ? Il y a deux sujets. Premier sujet, c'est la situation de l'économie, des infrastructures et des différentes administrations en Iran. Leur situation objective. Donc on sait par exemple qu'il y a une inflation terrible, surtout pour ce qui concerne le panier de la ménagère. On sait aussi qu'il y avait une destruction sans précédent d'emplois. Beaucoup d'usines, surtout des complexes industriels comme la sidérurgie. Donc, pourvoyeur non seulement de beaucoup de postes, mais au cœur d'un écosystème avec des sous-traitants, allant jusqu'à la sandwicherie en face, pour aller vite. Et bien évidemment, tous les commerçants qui dépendent des salaires des ouvriers. Et donc, on sait qu'il y avait des destructions très importantes de ces côtés-là. Et on sait aussi que le taux d'échange de rial, Touman, il utilise deux termes, donc Touman c'est 10 rials. Et on sait que l'un des déclencheurs de mouvements de contestation à la fin du mois de décembre, c'était le fait que pour les commerçants, les taux d'échange étaient impossibles, insoutenables, et c'était à peu près 1 400 1 500 000 réals. Et aujourd'hui, c'est 20% plus faible. Ça, c'est une question et il n'y a pas beaucoup de doutes là-dessus. Il y a des débats sur combien de missiles étaient détruits, combien de sites de lancement sont rendus inopérables. Mais il n'y a pas de débat sur le fait que l'Iran a subi des dégâts très importants. Toute la question est quelle courroie de transmission entre cette situation objective qui est terrible sur le terrain et la décision politique d'échanger de position. Pour passer de l'autre côté, là, on voit les choses de manière un peu plus transparente, c'est-à-dire on voit que la guerre n'est pas populaire, qu'il y a un certain... la guerre entraîne un certain nombre de problèmes économiques aux États-Unis, notamment la hausse de prix des carburants, mais pas que. Il y a un problème pour les agriculteurs avec les engrais, etc., etc. Donc, on va le voir après sur les étagères de supermarchés. Mais on voit aussi la courroie des transmissions. Il y a des sondages, il y a les médias, on en parle tout le temps. Il y a des problèmes avec la base MAGA, ça aussi c'est très médiatisé. Et on a une échéance qui est les élections de mi-terme dans 4 ou 5 mois. Donc on voit comment on peut passer des gallons d'essence à $4 vers un changement de politique américaine. Côté iranien, c'est beaucoup plus compliqué d'estimer comment la colère,
la misère, le désespoir peut se traduire par le fait que quelqu'un, comme Kalibaf par exemple, se dit « Ok, je lâche le nucléaire ». Donc on est sur on a deux niveaux de débat. Un niveau, c'est compter les points, taux d'échange, destruction des postes, prix d'aliments, prix de l'huile de cuisine, etc. Et de l'autre côté, les agriculteurs qui commencent à râler, pénurie d'essence, etc. Mais on ne sait pas comment tout cela va faire pour qu'on change ou pas des positions autour de la table de négociation. Et les négociations, même si les négociations mises en scène à Islamabad, dans des salles avec des fleurs, etc., même si ça n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange tout le temps, y compris, à mon avis, direct. La dernière vague de protestations a été violemment réprimée avec plusieurs dizaines de milliers de victimes. La colère populaire peut-elle encore réellement menacer le pouvoir en place et amener peut-être un changement de régime ? Tout ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas eu lieu. C'est difficile de savoir pourquoi, mais certainement, l'une des raisons les plus importantes, c'est le fait que la dernière fois, ça a été réprimé dans le sang et d'une manière très, très brutale, y compris par l'effet terreur. C'est-à-dire, ça a inspiré la terreur. Les gens ont vraiment très, 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 très peur. Ce n'est pas juste un bilan, c'est vraiment, ils ont instillé, c'est une très forte dissuasion vis-à-vis de leur propre population. Et on peut dire que même si pendant la guerre, c'était assez, disons, ça aurait été une grande surprise si les gens sortaient pendant qu'il y a des bombardements, mais il n'y a plus de bombardements en Iran depuis presque 5 semaines. La situation économique est objectivement très compliquée. Il n'y a pas d'espoir, c'est-à-dire il n'y a rien qui peut laisser croire à un Iranien qui n'a plus d'entrée d'argent, qui arrive à acheter de moins en moins avec ce qu'il lui reste de ses économies et qui dépend de plus en plus des réseaux de solidarité familiale, etc. Il n'y a rien qu'on peut lui dire écoute, tiens bon, ça ne va pas durer. Pourquoi ? On ne sait pas, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui peut inspirer de l'espoir. Mais, contrairement aux États-Unis, il n'y a pas un mécanisme, ils ne sont pas dans une machine avec des échéances, il n'y a pas des élections prévues. Et même s'il y a des élections là-bas, ce n'est pas exactement le même contenu que le mot élection en France ou ailleurs en Occident. Et donc, soit on va voir un effondrement. Vous avez mentionné tout à l'heure dans votre question le sujet des salaires. Pour le moment, je n'ai pas d'informations selon lesquelles il y a un problème avec les salaires de gardiens de la Révolution. Et j'imagine que c'est aussi vrai pour l'armée, ainsi que pour un certain nombre de fonctionnaires considérés comme essentiels pour la survie du régime. Je ne parle pas uniquement de la nomenclature, qui à mon avis sont dans un bulle à part, mais je pense qu'ils arrivent toujours à payer les gens qui tiennent la population. Ça veut dire aussi les milices irakiens qui ont traversé les frontières. Parce que dans les rues, selon l'information dont je dispose, il y a beaucoup d'Arabes pas iraniens, parce qu'il y a des Arabes en Iran, des Arabes qui viennent de l'Irak essentiellement, mais aussi des Afghans et d'autres nationalités, de gens qui ne parlent même pas le perse. Et ces gens-là, il faut les payer parce que si on ne les paye pas, c'est très dangereux pour les régimes. Donc j'imagine que pour le moment, ils y arrivent, mais je ne sais pas, je ne connais pas l'état de leur trésorerie, je ne sais pas s'ils ont encore pour 12 semaines, 12 mois, 6 mois. C'est très difficile à savoir. En tout cas, moi, je n'ai pas cette information.
Quels sont les signaux, selon vous, à observer pour comprendre l'évolution de ce conflit? Alors, d'abord, il y a le, du côté des États-Unis, il faut regarder les indices économiques. Il faut voir quel genre de crise nous arrive et dans quelle échéance et comment on peut l'absorber, parce que plus la crise va être profonde et terrible, plus il va y avoir une pression sur Trump de lâcher et d'accepter quelque chose juste pour ouvrir le détroit et laisser le flux d'énergie et d'autres matières passer et approvisionner. C'est pas uniquement l'Europe et les États-Unis, c'est aussi l'Asie, c'est partout dans le monde. Donc il faut voir, évidemment tout le monde regarde le prix du baril. Il faut voir aussi pas uniquement le prix de futures, mais le prix de baril livré, c'est pas la même chose. Il faut voir aussi ce qui se passe avec les hélium, avec les engrais. Il faut regarder l'inflation dans beaucoup de pays, parce que l'ensemble des augmentations de prix se traduisent après par une cascade. Parce que si, pour donner un exemple qui semble un peu dérisoire, j'imagine que le prix des emballages plastiques est déjà en train d'augmenter, et presque tout ce qu'on achète au supermarché est emballé dans quelque chose qui a ses origines dans les hydrocarbures ou dans la pétrochimie pour aller vite. Après, bien évidemment, il y a les transports, le prix des transports. Déjà, il y a beaucoup de vols qui sont annulés. Donc, qu'est-ce que ça va faire avec l'incapacité de voyager, l'influence sur le tourisme? Donc, on entre dans un système qui est aussi compliqué que la météo. Donc, on peut dire la mer est plus chaude de 1,5 degrés Celsius. On ne sait pas exactement où va tomber la foudre que ça va déclencher. Mais on sait que globalement, la situation est compliquée. Et ça peut être terrible, comme ça peut être difficile, mais supportable. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça au monde. La situation de la Russie en Ukraine devient critique chaque jour. On sent bien qu'il y a déjà une ambiance, il y a comme un odeur, parfum de défaite à Moscou. Donc imaginons quelque chose, imaginons que dans une semaine, on nous dit qu'il n'y a plus de problème entre l'Ukraine et la Russie, et rien que par anticipation, il y aura comme un souffle d'optimisme dans le monde, la fin de cette guerre, peut-être baisse des prix, peut-être même l'idée qu'on pourrait acheter du gaz et de pétrole russe. Ça va augmenter la composante risque dans le prix du baril, parce que dans l'offre et la demande de pétrole, il y a évidemment les ratios, combien on veut acheter, combien il y a le marché, mais il y a aussi une partie qui est combien on va avoir dans 3 mois. Donc dans le prix, il y a aussi un composant risque. Et si le composant risque est absent ou écrasé, ça peut changer le prix du pétrole que j'en paye concrètement. Donc je donne cet exemple-là pour rappeler qu'il y a d'autres éléments et que c'est un système très compliqué et interdépendant. Et il y a bien sûr aussi la question du rôle de la Chine, qui peut être déterminant et qui peut aussi faire en sorte que les choses aillent très vite. La Chine, dans quel sens? Alors la Chine aujourd'hui est à la fois la puissance qui est le plus affectée, et de manière très négative, par cette crise, et en même temps, c'est une puissance qui a beaucoup de points atterrants. Donc si les Chinois décident de faire quelque chose, c'est assez probable que ça puisse avoir un effet. Alors pourquoi la Chine est les plus affectée? Alors il y a d'abord évidemment l'évidence,
c'est que le pétrole qu'ils achetaient relativement bon marché coûte plus cher. Ça vient aussi après l'augmentation de prix de pétrole vénézuélien. C'est à la marge, mais c'est quand même, il faut prendre ça en compte. Mais ce n'est pas le problème principal des Chinois. La Chine est une économie d'exportation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Chine voit ses clients s'appauvrir. Si un Américain paye 4 dollars les gallons au lieu de 3, c'est 1 dollar par gallon qu'il n'a pas à dépenser pour acheter des choses qui sont très souvent made in China. C'est pareil pour la France, c'est pareil pour tous leurs grands marchés. Et on sait que la Chine dépend beaucoup des importations parce qu'ils ont un problème avec la demande locale. Ce n'est pas une économie de consommation. Les Chinois épargnent beaucoup. Il y a des raisons conjoncturelles, il y a des raisons économiques, mais globalement, c'est une économie avec un taux d'épargne assez élevé et avec des capacités de production qui sont largement tournées vers les marchés d'exportation. Et donc, chaque jour de fermeture de Détroit d'Ormuz, c'est encore un jour où leurs clients sont obligés d'utiliser l'argent qu'ils auraient autrement dépensé chez eux à payer l'énergie. Et évidemment, après, le pain va être plus cher, le fromage va être plus cher, tout va être plus cher. Et donc, ça va affecter la consommation. Et ce qui dit consommation en Europe et aux États-Unis et dans d'autres pays dit Made in China. Et ça, c'est donc il y a le prix de l'énergie, après l'appauvrissement de leurs clients, et troisièmement, ce qui va après, même les entreprises étrangères qui travaillent pour les marchés domestiques, par exemple des entreprises françaises, etc., très souvent, ils utilisent des machines-outils qui étaient fabriquées en Chine. Et parfois aussi des matières premières, etc. Donc il y aura un effet après pour des B2B. Donc on commence par payer plus cher le baril, avoir moins B2C, et puis après avoir moins B2B. Puisqu'on parle de la Chine, il y a une analyse